Le dossier 1 concerne une femme de 60 ans qui a comme principal antécédent un cancer du sein, traité il y a 8 ans par chirurgie et radiothérapie, et elle se plaint depuis un mois de dorsalgies intenses qui sont à la fois diurnes et nocturnes, rebelles aux antalgiques et qui irradient en ceinture du côté droit jusqu'à la xiphoïde qui s'accentue à la toux. Et depuis une semaine est apparu un dérobement indolore du membre inférieur droit qui survient environ 15 minutes après le début de la marche, qui l'oblige à s'arrêter et qui régresse à ce moment-là spontanément. Elle mentionne également des mictions impérieuses dans la journée. À l'examen clinique, vous mettez en évidence une paraparésie à 3+, des réflexes qui sont normaux au membre supérieur, mais vifs et polycinétiques au membre inférieur, avec un Babinski bilatéral. Vous retrouvez aussi une hypoesthésie à la piqûre de l'ensemble des deux membres inférieurs et de l'abdomen jusqu'à environ 5 cm au-dessus de l'ombilique, sans anomalie de la sensibilité proprioceptive. Le reste de votre examen est normal. Alors, première question, quel est le syndrome présenté par cette patiente? Et évidemment, nous allons justifier. Eh bien, vous devez évoquer un syndrome de compression médulaire lente de niveau T6, puisque cette patiente a à la fois un syndrome lésionnel avec une radiculalgie T6, l'irradiation au niveau de la xiphoïde, qui est impulsive à la toux, et elle a également un syndrome sous-lésionnel avec ce qu'elle vous décrit comme une claudication intermittente indolore du membre inférieur droit, un syndrome bilatéral que vous avez retrouvé de façon bilatérale aux membres inférieurs et un trouble de la sensibilité avec cette hypoesthésie à la piqûre à limite supérieure qui est nette, ainsi que des troubles vésico-sphinctériens. Vous n'avez pas de signes neurologiques au niveau au-dessus du niveau du syndrome lésionnel, et vous avez même un syndrome rachidien avec des dorsalgies qui sont chez cette patiente d'horaire inflammatoire. Vous allez voir que cet horaire va vous orienter entre guillemets dans vos hypothèses diagnostiques. Donc, dans la deuxième question, nous allons interpréter l'imagerie de cette patiente. Eh bien, vous voyez ici une IRM qui est cervico-dorsale. Vous pouvez constater plusieurs choses. D'abord, la première image sur votre gauche, c'est une séquence sagittale T1. Ensuite, sans injection de produit de contraste, au milieu, c'est une sagittale T2. Et à droite, un T1 après injection de gadolinium. Vous voyez d'abord qu'il y a bien une compression médulaire avec un hypersignal centro-médulaire qui est en regard d'une lésion vertébrale. Le corps de la vertèbre est en hyposignal T1 rehaussé par le produit de contraste et en hypersignal T2. Il y a au niveau de cette vertèbre un recul du mur postérieur qui vient au contact du cordon médulaire. Vous ne pouvez pas en fait sur cette IRM donner le niveau réel de la compression parce que pour ça il faudrait que vous ayez l'ensemble du rachis et que vous puissiez compter les vertèbres à partir de C1 et C2. Évidemment on peut imaginer qu'il s'agisse de la vertèbre T6, mais vous n'êtes pas obligé de le dire puisque ce n'est pas une conclusion que vous pouvez tirer de votre imagerie. Donc vous devez conclure, comme pour n'importe quel examen d'imagerie, cet examen est très en faveur d'une métastase vertébrale, vraisemblablement du cancer du sein de la patiente, responsable d'une compression médulaire qui est, elle, symptomatique. Troisième question, est-ce qu'il faut faire une ponction lombaire à cette patiente? Eh bien, là, vous savez que si vous faites une ponction lombaire, donc vous allez être en dessous du niveau de la compression, il y a un risque d'aggravation neurologique majeure. Donc surtout, non, on ne fait pas de ponction lombaire chez cette patiente. Le risque de faire une ponction lombaire est-il le même qu'en cas de syndrome de masse cérébrale, c'est-à-dire l'engagement cérébral? C'est le même principe, sauf que ce n'est pas le cerveau qui va s'engager, c'est la moelle en fait qui va venir s'incarcérer un peu plus au contact de l'élément qui fait compression. Et donc vous allez effectivement aggraver toute la symptomatologie de compression médulaire. En fait, si vous voulez, on pourrait presque dans l'absolu dire que si on voulait prendre du liquide à cette patiente, le seul moyen de le faire sans risque, ce serait de faire une ponction au-dessus du niveau de la compression. Évidemment, faire un tel examen n'est pas sans risque parce que vous risquez d'embrocher la moelle au passage, donc on ne le fait pas.
Mais le risque vient du fait que vous voudriez prendre du liquide en dessous du niveau de compression. Donc ça viendrait bloquer un peu plus la moelle. On continue avec la 4e question qui porte justement sur les 2 mécanismes qu'on peut évoquer comme étant à l'origine des symptômes de la patiente. Donc on a vu que vraisemblablement l'origine du problème, c'est une métastase vertébrale du cancer du sein de cette patiente. Ça, c'est l'étiologie. Mais il y a 2 mécanismes qui peuvent entraîner la compression. Soit la compression est liée au recul du mur postérieur et un fragment osseux vient comprimer directement le cordon médulaire. Mais en fait, quand on repense aux images de cette patiente, ça ne semble pas vraiment être le cas parce que même si le mur vient au contact du cordon, il n'est pas, on peut voir toujours un fin liseré de LCR, on n'a pas l'impression que le cordon soit embroché ou directement comprimé par ce fragment osseux. L'autre hypothèse, c'est une épidurite métastatique, ce qui est finalement le plus fréquent. En fait, c'est vraiment un engainement de la membrane métastatique et cela comprime petit à petit le cordon médulaire. On continue avec la 5e question qui porte sur la conduite à tenir dans l'immédiat pour cette patiente et sur les traitements qui sont là actuellement indiqués. Eh bien, il faut hospitaliser la patiente en urgence, vous l'imaginez bien, et surtout immobiliser son rachis avec un corset pour éviter que la mobilisation du rachis dorsal n'entraîne un déplacement supplémentaire de cette vertèbre, notamment avec l'instabilité du mur postérieur qu'on a vu à l'imagerie. Ensuite, évidemment, vous devez avoir recours à un traitement antalgique. Compte tenu du niveau des douleurs, il faut aller jusqu'à un palier 3, d'emblée administrer un morphinique, puisqu'on vous a dit que les douleurs de cette patiente étaient résistantes aux antalgiques classiques et dans l'immédiat, les traitements des douleurs neuropathiques ne pourraient pas apporter un soulagement. C'est des traitements qui agissent au bout de quelques jours. Donc là, il lui faut de la morphine. Enfin, le traitement à proprement parler, ça va reposer sur l'association d'une radiothérapie. La radiothérapie, elle doit être faite en urgence parce qu'il y a un risque réel de myélomalacie, c'est-à-dire de destruction définitive des fibres au sein de la moelle. Évidemment, vous devrez tenir compte des doses qu'elle a déjà reçues dans le cadre de son cancer du sein. Et on associe à cette radiothérapie une corticothérapie intraveineuse pour essayer de diminuer les mécanismes inflammatoires qui sont également en cause. 6e question, au bout de 2 semaines de traitement, l'état neurologique de votre patiente s'est amélioré. Il y a une régression du déficit moteur, mais elle reste gênée par des douleurs paroxystiques en hémiceinture, qui sont à type de brûlure, de sensation de striction. Quelles sont les 2 classes pharmaceutiques à envisager pour son antalgie et leurs principaux effets secondaires? Donc là, clairement, ce qui reste des douleurs de la patiente, ce sont les douleurs neuropathiques en rapport avec la radiculalgie. Donc, on va s'adresser à des traitements qui sont des traitements plus spécifiques des douleurs neuropathiques. Vous savez qu'il y en a 2 types. On peut utiliser soit les antidépresseurs en privilégiant les molécules tricycliques, soit les antiépileptiques. Pour ce qui est des tricycliques, comme le Laroxyl par exemple, leurs principaux effets secondaires, ce sont une certaine somnolence, surtout à l'instauration du traitement. On peut aussi avoir une hypotension orthostatique ou la majoration de troubles de la conduction préexistants. C'est pour ça qu'on fait toujours un ECG à la recherche de troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Et puis vous pouvez aussi avoir des effets cholinergiques, notamment des rétentions d'urine ou des troubles de l'accommodation, une sensation de bouche sèche. Ça, ce sont vraiment les effets secondaires dont les gens se plaignent le plus. Pour ce qui est des antiépileptiques, on utilise par exemple le Neurontin, le Tegretol. Ils peuvent également entraîner une somnolence. Ils peuvent surtout entraîner des troubles de l'équilibre, très fréquemment à l'origine d'ataxies plutôt de type cérébelleuse. Et puis il y a des problèmes de toxicité qui sont propres à chaque molécule. Par exemple, vous savez que la lamotrigine a une toxicité cutanée qui lui est propre. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur toute la liste des effets indésirables, mais connaissez au moins ceux qui sont propres à l'ensemble des classes. Question suivante, numéro 7. Malheureusement, 1 mois après l'instauration de ce nouveau traitement, l'état de votre patiente se dégrade. Elle est hospitalisée pour des troubles de vigilance et lorsque vous l'examinez, elle est malheureusement ininterrogeable. Elle ouvre les yeux lorsque vous lui parlez, ses propos sont incompréhensibles et lorsque vous la stimulez avec une stimulation douloureuse, vous constatez qu'il n'y a pas de déficit moteur évident. Elle est capable de soustraire ses membres à vos stimulations.
Et les pupilles sont symétriques et réactives. Alors, comment évaluez-vous l'état de vigilance de votre patiente? Eh bien, vous allez faire un score de Glasgow. Elle ouvre les yeux lorsque vous lui parlez. Donc, elle a 4 pour ce qui est des yeux. La réponse verbale est incompréhensible, 2 points. Et la motricité est adaptée, entre guillemets, à la stimulation douloureuse. Donc, elle est à 5. Elle a donc un Glasgow qui est à 11. Quelle est la différence dans le score de Glasgow entre V2 et V3? Alors, effectivement, V2, c'est que réellement, vous ne comprenez rien de ce que dit la patiente, propos incompréhensibles. 3 points, c'est vraiment pour des propos qui sont totalement inappropriés et hors contexte. C'est du grand n'importe quoi. Éventuellement, il peut même y avoir parfois quelques paraphasies qui se mélangent à tout ça. Le trouble vous pouvez aussi avoir un doute parfois entre V3 et V4, puisque V3, c'est inapproprié. Et V4, c'est pour des propos confus, donc faites bien la différence avec une confusion. Globalement, les patients arrivent à suivre plus ou moins un discours, mais vont tendance à répéter les choses, à être désorientés, alors que des propos inappropriés n'ont réellement aucune adhésion au contexte dans lequel sont les patients. Dernière question, quelle est votre principale hypothèse concernant la cause de cette dégradation? Eh bien, là, malheureusement, ce type de tableau est très évocateur d'une méningite carcinomateuse qui peut très fréquemment se voir lorsqu'on a des patients avec des métastases vertébrales, qu'il y ait ou pas d'ailleurs d'épidurite métastatique au préalable. Pourquoi ne peut-on pas évoquer une HTIC sur métacérébrale? Eh bien, dans l'énoncé, en fait, lorsqu'on vous parle de l'aggravation de la patiente, on ne vous donne aucun élément qui oriente, que ce soit vers l'HTIC, on ne vous parle pas de céphalée, de nausées, de vomissements. On ne vous parle pas non plus de signes de localisation. Elle a vraiment un trouble de la vigilance, mais elle a une réponse motrice qui est bilatérale et symétrique. Donc c'est vraiment un trouble de vigilance isolé qui, dans ce contexte, va d'abord faire évoquer la méningite carcinomateuse. On penserait à la métastase si effectivement il y avait un signe de localisation qui était apparu, ou si elle avait clairement des signes d'engagement, par exemple même un trouble de oculomoteur avec des signes, soit un CIS, soit un trouble de l'oculomotricité pupillaire.